Bonjour Isabelle Jobbasi. Bonjour. Vous êtes directeur des études économiques du Crédit Agricole et je vous reçois aujourd'hui pour voir comment est-ce que vous décryptez la conjoncture, comment est-ce que vous voyez les choses pour 2015. Je crois que vous êtes sur un scénario de plus 0,9 pour la France, mais est-ce que le choc externe sur la croissance lié à la baisse de l'euro, à la baisse du prix du pétrole, va faire en sorte que vous allez revoir vos prévisions à la hausse? Est-ce que finalement on peut s'attendre à une reprise plus franche que prévu? Alors, en fait, si vous regardez, il y a quelques temps, personne n'osait prédire une reprise plus franche en zone euro. On avait l'impression, sinon on serait taxé d'optimisme exagéré, alors que c'était plutôt le catastrophisme ambiant à l'époque. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans des prévisions qui sont assez procycliques, c'est-à-dire que les économistes ont tendance à vous dire ça va bien quand ça va bien, ça va mal quand ça va mal, et entre les deux, ils ont du mal à saisir les points d'inflexion. Donc voilà, ce caractère un petit peu procyclique, mais aujourd'hui, le consensus et nous-mêmes, eh bien, actons du fait qu'on a un alignement des planètes qui est plutôt très favorable pour la zone euro, vous l'avez souligné, baisse de l'euro, baisse du pétrole, des taux qui sont au plancher, et on a tendance tous aujourd'hui, alors qu'on était plutôt sur la surenchère à la baisse de nos prévisions, à avoir ce point d'inflexion et aujourd'hui réviser à la hausse ces anticipations de croissance pour 2015. Ouais, en France comme en Europe. En France comme en Europe. Aujourd'hui, on est entre 3 dixièmes, 5 dixièmes de plus de croissance par rapport à ce qu'on avait estimé en décembre. C'est peu ou prou ce que vous disent les modèles macroéconomiques. Alors, sachant que si on va avoir une reprise plus franche, il faut le retour de la confiance. C'est vraiment la clé pour les décisions d'investissement. Et on sait qu'on a besoin d'investissement pour entretenir cette reprise et la rendre plus autonome. Et de ce point de vue, je dirais que les ressorts de la confiance sont très mystérieux. 2014 a été marqué par une intensification des pressions déflationnistes. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle s'éloigne en 2015 ? Alors je dirais que la menace déflationniste en fait ne nous a jamais quittés depuis la crise de 2007. Alors elle revient souvent comme une revanche sur les écrans radars. C'est le cas actuellement. Mais il faut bien voir que la crise financière en elle-même portait les germes de la déflation. On était sur cette nécessité du désendettement qui enclenche un cercle vicieux entre, on pourrait dire, des baisses cumulatives de l'emploi, des revenus, de la croissance, ce qui fragilise la solvabilité des agents endettés, avec des effets rétroactifs sur le système bancaire, rationnement du crédit, et puis finalement ça entretient la récession. Donc on est sorti de cette logique par des mesures très agressives au niveau aussi bien monétaire que budgétaire. Donc on a éloigné le spectre de la déflation après la crise de 2007. En revanche, suite à la crise des dettes souveraines, moi, ma conviction est que la stratégie européenne a été profondément déflationniste. L'austérité, qu'elle soit budgétaire ou qu'elle soit salariale, a mis en fait la zone euro dans une logique d'étiolement, plutôt d'expansion pour résoudre ses problèmes de dette. Et aujourd'hui, le principal problème en zone euro, alors on met l'accent sur l'absence ou le manque d'offres compétitives, mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la demande. On a un manque chronique de demande en zone euro. Et quels effets peut-on attendre, selon vous, du dernier plan de la BCE, ce plan de rachat d'actifs de 1100 milliards d'euros? Est-ce que finalement, les objectifs de ce plan, qui étaient notamment la baisse de l'euro, ne sont pas déjà en train d'être atteints avant même sa mise en œuvre? Alors, le canal qui fonctionne très très bien, et vous le soulignez, et qui a déjà fonctionné par anticipation, c'est cette baisse du taux de change, c'est la baisse de l'euro qui permet effectivement de redonner sans douleur et collectivement un peu de compétitivité à la zone euro. En revanche, les autres canaux de transmission, que ce soit par la baisse des taux, par des effets de portefeuille, avec des effets reflationnistes sur les classes d'actifs, l'idée qu'on va ranimer le crédit avec ces taux bas et ces approvisionnements générant en liquidité, eh bien, ces canaux de transmission sont en fait assez longs et sinueux avant de mordre sur l'économie réelle. Et derrière, on a par contre des effets secondaires potentiellement néfastes, puisqu'on a cette quête de rendement qui peut pousser à la surchauffe un certain nombre de segments de marché, avec, on sait, à la clé de la volatilité et de l'instabilité financière. Est-ce que vous pensez que cette baisse de l'euro, elle va être pérenne? Comment est-ce que vous voyez les choses dans les 2 ou 3 prochaines années, par exemple? Alors, si on regarde à très court terme, oui, on peut continuer d'être dans cette tendance baissière sur la zone euro, puisqu'on voit bien que les politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique prennent des directions opposées, avec un différentiel de rendement qui va rester à l'avantage des actifs dollars. Mais en revanche, si on regarde sur le plus long terme,
on a des forces de rappel en zone euro. On est une zone compétitive, on dégage des excédents vis-à-vis de l'extérieur, ça veut dire qu'on a une demande structurellement forte d'euros. Donc cette force de rappel va probablement limiter la baisse, on anticipe en fait une stabilisation autour de 10 en termes de parité. Au niveau actuel à peu près. Voilà, au niveau... Alors sachant qu'on pourra avoir des petits accès de faiblesse, notamment lorsque la Fed va décider d'actionner le levier des taux, si elle le fait comme c'est prévu normalement à l'été. Et sur la dette souveraine, quel est votre scénario? Est-ce qu'il y a un risque du côté de l'Italie qui semble moins s'en sortir que les autres? Alors si on regarde, si vous regardez quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui on a des soutiens cycliques, on est quand même dans l'idée qu'on a une croissance molle qui se profile, sans inflation, et que dans ce contexte, c'est très difficile d'alléger le poids des dettes. Et on voit bien que ce qu'il nous faut, c'est des taux très bas, et pour longtemps. Donc la meilleure configuration, et c'est celle un petit peu que l'on retient dans notre scénario, c'est un scénario où l'inflation remonterait plus vite que les taux qui sont mis sous influence des banques centrales, ce qui vous permettrait d'avoir des taux réels négatifs et donc d'apurer sans douleur ces problématiques de surendettement, même si c'est au détriment effectivement de l'épargnant. En revanche, bien évidemment, le scénario alternatif de risque, c'est si vous êtes dans un scénario un peu à la japonaise de déflation larvée, de croissance anémiée. Et dans ce cas-là, vous avez des taux réels qui restent positifs. Ça veut dire que vos mécaniques d'endettement s'auto-alimentent et ça met d'autant plus la pression sur l'économie. À ce moment-là, il faudra probablement une action énergique des pouvoirs publics et de l'Europe pour sortir de ces dynamiques déflationnistes. Dernière question, Isabelle Djombazdi. Est-ce qu'il y a un risque sur la croissance européenne lié au ralentissement des pays émergents? Alors oui, je dirais qu'il y a forcément un risque, puisqu'on a bien l'impression, on a mis sous pression nos demandes domestiques, comme je le disais tout à l'heure, austérité salariale, austérité budgétaire, compression excessive de nos demandes domestiques, demandes régionales, dans une zone qui est très intégrée commercialement. Donc notre planche de salut, c'est d'aller chercher de la croissance à l'extérieur, donc d'essayer de se faire tracter, se faire remorquer par l'extérieur. On veut être tous un peu à l'image de l'Allemagne, en fait, excédentaire, vertueux car excédentaire, vertueuse car excédentaire. Mais la question se pose, c'est qu'on peut avoir des excédents s'il y a des déficits ailleurs. Or, si ces pays émergents ralentissent, en particulier leurs importations ralentissent, ça veut dire que le gâteau à se partager va avoir tendance à se réduire. Eh bien, Isabelle Djombazdi, merci pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes directeur des études économiques du Crédit Agricole. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci beaucoup.